Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Les nouveaux chemins prennent tous les jours le risque du néant, en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Alexis-Anne Braun, Jules Salomon et Marianne Chassor, avec cette semaine à la lecture nihiliste des textes Jean-Louis Jacopin, à la réalisation idolâtre et crépusculaire Lionel Quentin, et aujourd'hui à la prise de son généalogiste Florent Hanoun. À 10h50, même si vous croyez encore en Dieu, ce sera l'heure du journal de la philosophie, présenté par François Noudelman, qui recevra aujourd'hui Patrick Boucheron pour vous parler d'une très belle édition du Prince de Machiavel, publiée aux éditions du Nouveau Monde. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Non, j'écris. Après, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, lundi? Et le rien toujours déjà trop plein de Samuel Beckett hier mardi, c'est aujourd'hui le 3e temps de notre semaine consacrée à penser le rien. Et c'est en compagnie de la philosophe Céline Donat que nous allons ausculter, un marteau dans une main, une fiole médicinale dans l'autre, ce mal de vivre que l'on nomme nihilisme et que Nietzsche perçoit comme le symptôme d'une modernité européenne rongée par le sentiment creusant du rien. Aujourd'hui, nous ne voyons rien qui veuille devenir plus grand. Nous pressentons que tout va s'abaissant toujours, devient plus mince, plus inoffensif, plus prudent, plus médiocre, plus insignifiant, plus chinois, plus chrétien. L'homme, il n'y a pas de doute, devient toujours meilleur. Tel est le funeste destin de l'Europe. Ayant cessé de craindre l'homme, nous avons du même coup cessé de l'aimer, de le vénérer, d'espérer en lui et même de le vouloir. Désormais, le spectacle qu'offre l'homme fatigue. Qu'est-ce aujourd'hui que le nihilisme, sinon cela? Nous sommes fatigués de l'homme. Bonjour Céline Donat. Bonjour. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Merci beaucoup. Vous êtes maître de conférences en philosophie à l'Université de Reims. Vous êtes déjà venu nous parler de Nietzsche ici même à ce micro, donc bienvenue à nouveau. C'est une joie de vous accueillir une nouvelle fois pour parler cette fois-ci du nihilisme de Nietzsche. Dans le texte que je viens de lire, issu de la généalogie de la morale, Nietzsche évoque cette fatigue de l'homme. Le nihilisme serait l'homme fatigué de lui-même. Comment est-ce qu'on comprend ça ? Oui. Alors de fait, vous commencez par un texte qui n'est pas nécessairement des plus aisés à comprendre, puisque Nietzsche dit à la fois que l'homme devient meilleur, ce qui, à première lecture, pourrait sembler être un compliment à notre égard, en quelque sorte. Mais il le met entre guillemets, je le signale. Il le met entre guillemets, effectivement. L'idée est effectivement que les valeurs fondamentales de notre culture, selon lesquelles nous vivons, de façon parfois consciente et parfois inconsciente, ont conduit l'homme, comme le dit parfois également Nietzsche, à devenir meilleur, c'est-à-dire plus doux, plus pitoyable, peut-être aussi également de façon corrélative moins admirable, parce qu'il est moins capable de force, de courage véritable éventuellement, que ne l'étaient des hommes de culture antérieure. Plus précisément encore, on peut penser que ce que veut dire Nietzsche également aussi ici, c'est que l'homme actuel en quelque sorte est devenu au mieux un homme statique, un homme qui n'est plus capable de se dépasser, de se surmonter sans cesse lui-même, précisément parce que les valeurs de bonté, de pitié, suivant lesquelles il vit, n'encouragent pas à ce type de dépassement de soi. Ce par quoi on peut entendre à la fois un effort pour se transformer soi-même, de façon générale, mais aussi dans le contexte spécifique qui est celui de la philosophie nietzschéenne,
par l'idée d'un effort pour accroître ses forces, accroître son degré de santé, comme il le dit souvent. Donc cette idée que nous sommes fatigués de l'homme, repose sur le constat, non seulement que nous sommes fatigués de l'homme tel qu'il est actuellement, mais aussi des valeurs dont on peut supposer, ou dont on voit, si l'on est un philosophe nietzschéen, ou dont on voit qu'elles conditionnent de fait nos manières de vivre depuis un certain nombre de siècles, et encore actuellement, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre réponse, Céline Donat, mais on a 50 minutes, 45 minutes maintenant pour tout déplier, puisque vous avez évoqué d'un côté l'importance des valeurs, de l'autre l'importance de la culture. Précisons d'emblée, parce que le texte le donne à entendre, mais cette notion de fatigue de l'homme est ambiguë, puisqu'on peut y entendre aussi une fatigue quasiment d'ordre psychologique, de tempérament. Oui. Or, ce que Nietzsche dénonce, constate et dénonce, c'est justement un nihilisme qui serait d'ordre culturel. Et c'est le lien qui est fait ici avec les valeurs. Le nihilisme n'est pas contenu dans certaines valeurs qui seraient négatives, des valeurs auxquelles on ne croirait plus assez, mais au contraire, c'est la croyance en certaines valeurs qui elle-même conduit au nihilisme. Vous avez parlé de pitié, par exemple. En effet, la pitié, qui est une valeur, disons, chrétienne, qu'on peut considérer comme étant une fait de s'ouvrir à autrui dans une attitude charitable, est une certaine valeur qui, nous dit Nietzsche, se retourne contre l'homme lui-même, puisqu'elle empêche le développement, l'élévation de l'homme au-dessus de lui-même. Oui, alors je vois que les questions sont aussi denses que les réponses. Bien, alors d'abord pour répondre à la première partie de votre propos, effectivement, chez Nietzsche, il y a sans doute un entrelacement, un lien étroit entre des notions qui à première vue pourraient sembler distinctes, et qui sont distinctes dans notre vocabulaire usuel, y compris philosophique. En l'occurrence, pour rappeler déjà une première chose relativement simple, pour Nietzsche, on peut entendre par culture, fondamentalement, un ensemble de valeurs déterminées. Un ensemble de valeurs que les hommes s'assimilent sur une longue durée, qui conditionnent leur manière de vivre, leur manière de penser, ce qui est constitutif de ce que Nietzsche désigne comme culture. En conséquence, il y a un lien, et un lien très fort entre ce que vous avez désigné comme culture et ce que vous avez désigné et ce que Nietzsche désigne de fait comme psychologie. C'est-à-dire qu'effectivement, les valeurs fondatrices de notre culture sont aussi la condition d'un certain état entre guillemets psychologique, c'est-à-dire éventuellement d'une manière de vivre, et plus précisément encore d'une manière de, si j'ose dire, de vivre notre vie, d'appréhender notre vie, de ressentir notre vie. On peut aller encore un petit peu plus loin, parce que chez Nietzsche, psychologie et physiologie n'impliquent pas de différence d'essence, donc somme toute, cette idée de fatigue, elle peut être entendue en un sens également physique et psychologique. Je ressens de la fatigue, et somme toute, c'est assez intéressant d'envisager comme ça, parce que dans la vie réelle, il n'y a pas toujours non plus de distinction entre être fatigué moralement, être fatigué physiquement. Somme toute, la distinction verbale, il peut arriver qu'elle tombe. Donc, en tout cas, ce que cherche à dire Nietzsche, effectivement, c'est que les valeurs qui sont les nôtres nous conduisent à ce sentiment de fatigue à l'égard de nous-mêmes, c'est-à-dire, somme toute, à l'égard de notre propre vie. Nous n'avons plus le courage d'affronter notre propre vie dans tout ce qu'elle peut avoir de douloureux, de difficile. Ce qui nous conduit d'ailleurs dans une large mesure à tenter d'échapper au risque, d'échapper au danger, d'échapper à la douleur, etc. Ce qui, bien loin d'accroître en réalité notre état, ne fait qu'approfondir la fatigue initiale. Plus nous tentons de nous protéger de ce qui est difficile, et plus nous sombrons dans la fatigue en quelque sorte. Mais vous dites nous n'avons plus le courage, et c'est vrai que Nietzsche semble incarner et vraiment ancrer son constat dans une époque donnée. À quel moment est-ce que l'homme avait ce courage-là? Et comment s'est passé ce retournement? Qu'est-ce que l'homme a perdu qui a fait que maintenant l'homme est découragé et n'ose plus s'affronter lui-même? Ouais. Alors dans le cadre de la culture européenne, qui est quand même au centre de la réflexion nietzschéenne, même s'il lui arrive à des fins de comparaison d'évoquer d'autres cultures, bien sûr, dans le cadre de la culture européenne, du point de vue, si j'ose dire, factuel, Nietzsche indique que la rupture se produit, même si peut-être il y avait des linéaments du phénomène qui le précède, se produit avec Socrate. Et en un sens aussi dans son prolongement avec la philosophie platonicienne, ou en tout cas une certaine
philosophie platonicienne, elle-même prolongée par le christianisme. Et donc la rupture initiale, ce serait le rationalisme socratique, prolongé par l'idéalisme platonicien, qui nous porte en quelque sorte à... est-ce que Nietzsche finalement désigne assez tôt comme un optimisme, et en l'occurrence un optimisme théorique, cette idée que nous pourrions maîtriser entièrement le monde, le dominer, grâce à la pensée conceptuelle, grâce à la compréhension rationnelle que nous en avons, compréhension rationnelle qui, somme toute, aux yeux de Nietzsche, conduit à des simplifications, à se détourner de la complexité du réel, et entre autres de son caractère difficile et douloureux. Ce qui induit, alors bien sûr je schématise un petit peu là pour résumer, ce qui induit de fait sur le long terme cette incapacité à affronter la réalité, la vie en tant que telle. Ce qui signifie qu'un exemple, ce n'est peut-être pas la seule, mais qu'un exemple de culture qui n'était pas portée au nihilisme, qui n'était pas portée à cette fatigue, c'est précisément la culture grecque pré-socratique, que Nietzsche désigne comme la culture grecque tragique. Ces hommes, justement, cette espèce d'homme la plus accomplie, dit-il dans l'essai d'autocritique, qui était pessimiste, mais qui avait la force d'affronter le pessimisme avec ce fameux principe fabuleux. Les Grecs tragiques savaient que le plus grand des biens pour nous, c'est de ne pas être né, que le second, c'est de mourir le plus vite possible. Et néanmoins, il savait accepter la vie avec son caractère parfois insupportable. Mais est-ce que Nietzsche ne retombe pas dans l'idéalisme qu'il dénonce par ailleurs, en idéalisant autant les Grecs pré-socratiques ? On pourrait en tout cas se poser la question. C'est une question que je trouve légitime. Il y a deux manières de tenter jusqu'à un certain point, en tout cas, de répondre à cette objection. La première, c'est que en disant cela et en effectuant justement ces distinctions, parce qu'en réalité elles sont encore plus fines que ça, à l'intérieur de la culture grecque, Nietzsche nous dit justement qu'il lutte contre l'idéalisme de son temps à l'égard des Grecs, qui consistait justement à penser la culture grecque comme un ensemble uniforme. Bien, première chose. Donc, en ce sens-là, Nietzsche estime ne pas idéaliser la culture grecque justement parce qu'il en pense les différences internes. Second point, Nietzsche s'appuie sur des textes, sur l'étude de textes inhérents à la culture grecque. Donc, il n'est pas idéaliste au sens où il conduit ce qu'on pourrait désigner comme un travail d'historien, ce que lui désigne comme un travail de philologue classique, bien sûr. Je vais aller voir. Oui, qui est là? Excusez-moi, madame. Pouvez-vous m'aider? Il y a eu un terrible accident. Qui est-ce, chérie? C'est un jeune homme. Il dit qu'il a eu un accident et il voudrait téléphoner. Eh bien, je pense qu'il faudrait lui ouvrir. Bon, un instant, je vous prie. Désolé, mais nous n'ouvrons jamais aux inconnus au beau milieu de la nuit. Pete, vérifie s'il n'y a personne. Dim. Glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. I'm with the rain, I've a smile on my face. Down the lane with a happy refrain, and I'm singing, just singing in the rain. Essayons de comprendre, Céline Donat, en quoi l'idéalisme est la voie privilégiée ou la voie par excellence qui conduit au nihilisme. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre d'Orange Mécanique, le film de Stanley Kubrick qui date de 71, on y entend ce personnage, Alex, qui rentre chez quelqu'un à l'improviste, des gens qu'il ne connaît pas. Il rentre, il casse tout, il violente les personnes, il viole la femme même, je crois. Donc il est ici dans un comportement que l'on peut
qualifier aujourd'hui de nihiliste dans la mesure où on a l'impression qu'aucune valeur, aucune rigueur, aucune croyance en quoi que ce soit ne le canalise. Il ne croit en rien, donc il peut faire du mal à tout le monde. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut entendre la façon qu'a Nietzsche de se positionner vis-à-vis du nihilisme comme une destruction totale, non seulement là pour le coup des idéaux, mais même de toute forme de lien social? Ouais, alors c'est de fait un exemple très intéressant en tant qu'exemple négatif, si j'ose dire. On pourrait dire de façon synthétique que cet extrait représente tout ce que le nihilisme n'est pas dans le cadre de la philosophie nietzschéenne. Donc, provisoirement, je vais laisser la question de l'idéalisme de côté pour répondre d'abord sur ce point-là. De fait, le nihilisme chez Nietzsche n'est pas synonyme de destruction, d'anéantissement. Ça n'est pas non plus synonyme d'une cruauté volontaire et généralisée et systématique à l'égard d'autrui ou de soi-même. Alors, on va commencer par le premier point, cette idée que, effectivement, être nihiliste, ce serait vouloir anéantir, sens que le terme a parfois eu dans certains contextes, de fait. Alors, chez Nietzsche, ça n'est pas ça, ou ça n'est pas ça de manière spécifique, tout simplement parce que, dans un premier temps, le nihilisme est on l'a un peu dit tout à l'heure déjà, est un processus culturel, progressif, lent, qui est un processus d'autonégation des valeurs elles-mêmes. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le philosophe nietzschéen n'est pas, quand bien même ce serait un philosophe qui use d'un marteau, ce n'est pas le philosophe qui, venant en quelque sorte de l'extérieur, empruntant une perspective critique absolument nouvelle, s'attacherait de façon externe à détruire de manière radicale ce qui existe actuellement. Nos valeurs, notre culture, nos croyances, etc. Puisque de fait, ce sont nos valeurs elles-mêmes, notre morale elle-même, dit parfois Nietzsche, qui sont conduites à se nier, à se dévaloriser, à s'anéantir elles-mêmes. Tout au plus, le philosophe s'attache à expliciter ce processus de nihilisme. Le cas échéant, s'il considère que ce processus, on en parlera tout à l'heure, présente quelque avantage, il est capable de l'accompagner et de l'aider, si j'ose dire. Mais cette idée de destruction n'est pas du tout là, puisque de fait, à terme, chez Nietzsche, cette idée d'une annihilation progressive des valeurs par elle-même conduit à l'exigence, ou plutôt même à l'ouverture de la possibilité de créer de nouvelles valeurs. Donc la perspective de Nietzsche est créatrice plutôt que destructrice, en ce qui concerne sa tâche ou sa volonté propre. S'il y a négation, c'est une négation dont le philosophe, si j'ose dire, n'est pas responsable, qu'il ne fait que constater, que mettre au jour. Ce qui est négatif, ce qui est négateur, ce sont les valeurs morales elles-mêmes, y compris l'exigence du bien absolu, l'exigence de vérité absolue, qui finissent par se retourner contre elles-mêmes. Alors peut-être nous faut-il qualifier et définir ce que Nietzsche entend par valeur pour comprendre comment une valeur peut ne pas être morale alors. Oui, alors pour Nietzsche, les valeurs, en dernière analyse, sont pour l'essentiel morales, mais elles peuvent s'exprimer sous différentes formes, entre autres théoriques, par exemple. Alors effectivement, il faut en revenir là. On va prendre l'exemple qui est le plus simple, le plus connu, et à la fois le plus important, somme toute, chez Nietzsche, c'est cette valeur qui est non seulement la vérité, mais la volonté de vérité. Le fait que nous voulions toujours savoir le vrai, que nous voulions être dans le vrai, ne pas mentir, ne pas être trompé, élaborer des sciences exactes et rigoureuses, etc., etc. Ça, vous dit Nietzsche, c'est une valeur parce que, certes, cette exigence de vérité, nous pouvons la penser de façon consciente, mais en un sens, c'est une exigence qui est ancrée, qui est assimilée de façon très profonde en nous, de sorte que la simple idée de vouloir la fausseté, par exemple, ou d'accepter la fausseté, nous semble le plus souvent insupportable. En fait, et une valeur, c'est somme toute ça, c'est un principe, faute de mieux, c'est en tout cas une exigence qui est ancrée en nous de façon si profonde qu'elle nous est devenue inconsciente et qu'elle joue un rôle régulateur dans l'ensemble de notre vie. Si on veut expliciter au passage ce caractère en quelque sorte auto-négateur des valeurs, le cas de la vérité est le plus clair, somme toute, et encore une fois le plus important. L'idée de Nietzsche, c'est que l'exigence même de vérité à laquelle nous sommes soumis depuis des siècles, depuis, disons, Socrate,
finit et doit nécessairement finir par se retourner contre elle-même, parce que l'exigence de vérité à un moment ou à un autre, et en l'occurrence, nous dit Nietzsche, à notre époque, finit premièrement par nous conduire à mettre en doute un certain nombre de croyances fondamentales, croyances religieuses par exemple, mais toute une série d'autres croyances possibles, mais elle se retourne aussi contre elle-même parce que, à un moment ou à un autre, nous devrons nous poser la question de savoir pourquoi, somme toute, nous voulons la vérité. Cette exigence de vérité, de justification, de donner des raisons, finit par nous porter à nous demander, mais finalement, nous exigeons la vérité, mais est-ce que nous pouvons rendre raison de cette volonté de vérité ? Alors ça, manifestement, nous nous apercevons que nous voulons la vérité, mais que, somme toute, nous ne savons pas exactement pourquoi, et que si on nous oppose l'idée que l'on pourrait aussi bien désirer la fausseté, le mensonge, l'illusion, nous n'avons pas de réponse fortement argumentée à y apporter. C'est ce que Nietzsche décrit essentiellement dans le paragraphe 1 de Part de la bien et le mal, qui remet en cause justement cette volonté, et même, vous dit-il, cette vénération, somme toute, de la vérité. Preuve que c'est une valeur et non pas simplement un principe strictement rationnel. Et alors, est-ce que le nihilisme pourrait naître de ça, justement, de cette situation où sont remises en question des valeurs qui étaient jusque-là immuables, absolument inquestionnées, et dès lors qu'on montre leur caractère relatif, contextualisé dans une culture, dans un moment historique, alors l'homme ne sait plus vers quoi se tourner, d'autant plus qu'au moment où Nietzsche écrit, c'est ce fameux paragraphe, le paragraphe 125 du Gai Savoir, Dieu est mort. C'est-à-dire que non seulement les valeurs sont relatives, et en plus nous n'avons même pas cette forme d'idéal que pourrait être Dieu, et qui nous indique un chemin à suivre et qui justifie notre présence. Ouais. Mais vous résumez parfaitement les choses. Dans un premier temps, le nihilisme chez Nietzsche, ce qu'on a appelé ce processus culturel tout à l'heure, c'est exactement cela. C'est ce processus de dévalorisation des valeurs qui vient des valeurs elles-mêmes. C'est ça le paradoxe nietzschéen, et qu'il est peut-être le premier à mettre de façon aussi nette en lumière. Le problème n'est pas que les hommes en viennent à critiquer les valeurs parce qu'ils seraient devenus plus rationnels ou plus intelligents. Le problème est que les valeurs elles-mêmes, ces valeurs elles-mêmes, cette exigence de vérité par exemple, conduisent nécessairement pour finir à leur propre dévalorisation, à leur propre mise en question. Cette recherche du rien, du vide, Daniel la poursuivait à sa manière, beaucoup plus franche et brutale que la mienne. Et je le considérais sur ce point un peu comme mon maître. Rien ? Rien. Rien ? Absolument rien. Positivement rien. D'ailleurs, depuis que je suis arrivé, je n'ai rien fait. Je fais même de moins en moins. Je vais en arriver au rien absolu. C'est très difficile. Il faut une application et un soin énorme. Tandis que moi, ça me vient tout naturellement. C'est ma pente. Oui, mais suivre sa nature, c'est plus éreintant que de la contrer. D'ailleurs, tu ne fais pas rien, tu lis. Mais si je ne lisais pas, je penserais. Et penser, au fond, c'est la chose la plus pénible et la plus accaparante qui soit. France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, où nous parlons de rien cette semaine, rien, 3 fois rien, comme le dit Serge Gainsbourg, et aujourd'hui en particulier du rien au sein du nihilisme, le nihilisme de Nietzsche, en compagnie de la philosophe Céline Denat, qui a collaboré au dictionnaire Nietzsche, qui sera publié aux éditions Ellipse en février prochain, collaboré avec Patrick Wettling, et c'est un dictionnaire qui est d'ores et déjà indispensable.
Comment diriger sa volonté, Céline Donat, dans la direction que propose Nietzsche, une fois que le constat est fait du délitement des valeurs, de la mort de Dieu, qu'il ne reste plus rien, il faut essayer, nous dit Nietzsche, de faire en sorte que l'homme s'élève vers ce qu'il nomme le surhomme. Déjà, est-ce que la volonté en est capable? Et est-ce que l'homme a l'honnêteté nécessaire pour pouvoir y parvenir? L'extrait de La collectionneuse d'Éric Rohmer qu'on a entendu juste avant d'écouter Gainsbourg nous donne à entendre ce personnage qui, lui, s'applique de manière très méticuleuse à ne rien faire, ce qui chez lui relève d'une forme de contrainte, un effort constant pour essayer de ne rien faire, alors que son camarade le fait remarquer, il passe sa journée à lire, donc il n'arrive pas à ne rien faire, mais c'est une volonté, un but qu'il se donne dans un discours, ici dans une attitude qui est très drôle, parce que c'était le lieu d'une mauvaise foi absolue, justement. Ne rien faire est un but, ce qui est paradoxal, et surtout, il n'y arrive pas. Oui, alors c'est un exemple qui pourrait s'inscrire parfaitement dans la réflexion nietzschéenne qu'on est en train d'essayer de rétablir sur le nihilisme. Alors, le nihilisme est un processus qui est encore en cours, et qui pourrait effectivement finir par aboutir à terme, au moins pour certains individus, au moins dans certains cas, qui pourrait aboutir plutôt à cette idée que rien ne vaut, qu'aucune valeur, qu'aucun principe ne vaut, et que rien n'est digne d'être voulu à proprement parler, et que par conséquent la seule position et la seule attitude cohérente consisterait à ne rien vouloir. Ne rien vouloir faire, etc. Alors c'est une idée qu'on trouve déjà un petit peu à certains égards chez Schopenhauer, qui est un bon exemple pour Nietzsche d'un penseur soumis au processus nihiliste. Et en l'occurrence, chez Schopenhauer, on trouve cette idée que la vue est soumise soit à la souffrance, soit à l'ennui, et que l'ennui est insupportable. C'est-à-dire que la situation dans laquelle la volonté n'a plus d'objet, ne trouve plus rien à vouloir, c'est une situation alors qui est presque pire que la souffrance elle-même, en quelque sorte. De sorte que notre volonté se trouve toujours ramenée à des objets, à du désir, etc. Mais en un sens, on pourrait dire que c'est en quelque sorte le cas limite, un cas limite possible du nihilisme, mais un cas qui, pour Nietzsche, est un cas extrêmement négatif. Ce cas dans lequel on se sentirait contraint de tenter de ne plus rien vouloir parce qu'on a le sentiment que plus rien ne vaut. Donc toute la difficulté dans l'optique de Nietzsche, c'est de reconnaître que nous sommes nécessairement pris dans ce mouvement du nihilisme, de reconnaître éventuellement que ce à quoi nous avions cru précédemment n'a pas la valeur que nous lui avions accordée, de reconnaître en quelque sorte notre déception, au deux sens du terme, si j'ose dire, le sentiment d'avoir été trompé et puis le sentiment d'être déçu, au sens où on l'entend usuellement. Et avec cette reconnaissance, il y aura en quelque sorte deux grands types de cas ou de réactions possibles, vous dit Nietzsche. Premièrement, une réaction de désespoir absolu, en quelque sorte, de désespoir absolu sans aucune réaction positive. Et puis, par ailleurs, une seconde réaction qui est celle que Nietzsche espère, souhaite, requiert, qui serait ce sentiment que rien ne vaut, mais qu'en l'occurrence, puisque tout ce à quoi j'avais cru n'a plus de valeur, que je n'y crois plus, eh bien, c'est justement le moment où de nouveaux horizons s'ouvrent et où je peux essayer de créer du nouveau, d'envisager de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières d'interpréter. Est-ce que ça veut dire qu'il faut remplacer la croyance par la création, par exemple? Est-ce que la croyance qui serait de l'ordre d'un leurre alors que la création impliquerait une forme d'activité de soi? Ou est-ce que la croyance a encore une place, un rôle à jouer? Alors, le terme de croyance peut tout à fait être... il l'emploie quand même assez peu de manière positive et pour lui-même, si j'ose dire. Mais dans la mesure où Nietzsche renonce précisément à l'idée de vérité absolue, dans la mesure où il va vous dire que tout ce à quoi nous avons affaire et que les seules choses que nous puissions créer, ce sont des interprétations et non pas des vérités ultimes, on pourrait, dans le cadre d'un discours un peu plus commun, disons, dire que Nietzsche admet certaines formes de croyances, avec cette idée que précisément il faut reconnaître qu'elles n'ont pas la valeur absolue que nous avions eu tendance à prêter à nos croyances anciennes. Mais c'est pour ça que la question se pose, c'est s'il n'y a plus, si on a complètement déconstruit la notion de vérité, la notion d'absolu, la notion d'idéal et celle de croyance, qu'est-ce qu'il reste?
C'est toute la difficulté, en fait. Alors, je vais ajouter, peut-être que ça peut être éclairant d'ajouter ce point. Il y a en fait un troisième type de cas possible, qui est un cas, à mon avis, assez parlant. Nietzsche dit à plusieurs reprises que dans le cas où on se trouve confronté à cette situation de désespoir, plus rien ne vaut, je ne crois plus à rien, et par conséquent, je ne veux plus rien, ou je ne veux plus rien faire, il peut arriver qu'il se produise, chez certains individus, une manière de réaction, en quelque sorte, inverse, qui est qu'en face de ce désespoir de l'absence de principe dernier, la volonté se rebelle en quelque sorte dans une sorte de dernier soubresaut et cherche à se redonner un principe ou une croyance de nouveau absolue. Et dans ces cas-là, on a affaire à ce que Nietzsche désigne très explicitement comme une situation de fanatisme, où, en face du désespoir d'avoir perdu les vérités antérieures, on cherche à se créer une nouvelle vérité à laquelle se soumettre absolument. Que l'on ne se méprenne pas sur le sens du titre par lequel va se dénommer cet évangile de l'avenir. La volonté de puissance. Tentative d'une inversion de toutes les valeurs. Formule par laquelle s'exprime un contre-mouvement quant au principe et à la tâche. Un mouvement qui, dans un quelconque avenir, prendra la relève de ce parfait nihilisme, qui cependant le présuppose logiquement et psychologiquement, qui de toute façon ne peut que se référer à lui et ne peut procéder que de lui. Car pourquoi l'avènement du nihilisme est-il désormais nécessaire? Parce que ce sont nos valeurs elles-mêmes qui, en lui, tirent leurs dernières conséquences, parce que le nihilisme est la logique poursuivie jusqu'à son terme de nos grandes valeurs et de nos idéaux, parce qu'il nous faut d'abord vivre le nihilisme pour déceler ce qu'était la valeur proprement dite de ces valeurs. Il nous faudra, à un moment quelconque, de nouvelles valeurs. Lorsque Nietzsche affirme sa volonté d'inverser toutes les valeurs, le texte qu'on vient d'entendre, interprété par Jean-Louis Jacopin, est issu des fragments posthumes de Nietzsche. Cette volonté d'inverser les valeurs, et donc on l'entend bien, n'est pas une volonté de détruire toute forme de valeur, d'ôter leur sens à l'entreprise même axiologique, donc d'installer des valeurs au sein de la vie humaine. Il le dit à la fin du texte, il nous faudra à un moment quelconque de nouvelles valeurs. Il ne nous dit pas comment, quelles sont ces valeurs et comment y accéder. Est-ce que le lien, la façon de donner le jour à ces nouvelles valeurs, Céline Donat, n'est pas dans ce mouvement de la volonté dont il parle dans ce texte? Il parle d'un contre-mouvement. Cette volonté qui, on l'a dit juste avant, justement posait ce problème d'être certes une volonté qui se veut elle-même, une volonté de puissance, mais qui, dans le cas présent, dans le contexte que décrit Nietzsche, n'est plus du tout canalisé, organisé, dirigé autour de moments, quelles que soient des valeurs ou pas, stables, autour de piliers stables qui lui donneraient un sens. Alors, des nouvelles valeurs certes, mais quelles sont-elles et où aller? Quelle direction suivre pour la volonté? Oui, alors ça, c'est de fait une vraie difficulté de la philosophie nietzschéenne. C'est aussi quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché, à savoir de mettre en évidence en quelque sorte tout ce qui ne marche pas, tout ce qui est problématique, et puis de ne pas proposer, de ne pas suffisamment en proposer, en tout cas, de projets positifs. Alors néanmoins, cette critique, elle n'est pas valable, en tout cas si on la formule de façon excessivement radicale. Nietzsche, dans le texte qui vient d'être lu, parle d'une inversion. Une autre traduction possible, c'est celle de renversement des valeurs, qui est peut-être un terme plus parlant. Alors, on va insister d'abord sur un premier point. En un sens, il faut voir que la reconnaissance de la disparition des valeurs anciennes est en un sens synonyme, ou bien est en un sens, en quelque sorte, la condition nécessaire, c'est ce que dit ce même texte, de toute création. C'est-à-dire que pour créer, pour améliorer, c'est pas une
très bonne formule, mais disons améliorer nos conditions de vie. Il faut accepter de voir se détruire les anciennes ou bien d'aider à la destruction des anciennes dont on découvre le caractère insatisfaisant. Donc il y a en quelque sorte l'appréhension du caractère double, si j'ose dire, de la destruction. Tout comme l'artiste, le sculpteur, lorsqu'il sculpte un bloc de marbre, détruit la forme ancienne pour en créer une nouvelle. Bien. Le deuxième point important, Nietzsche parle également dans ce texte de la volonté de puissance, qui est, on le sait, la nouvelle interprétation que Nietzsche donne de l'homme et du monde. Tout est volonté de puissance, cette idée que la volonté est naturellement et nécessairement portée au perpétuel dépassement de soi. La difficulté étant que dans le cadre du nihilisme, cette même volonté de puissance est située dans un contexte culturel, dans un contexte de valeurs tel que elle est conduite à se retourner contre elle-même parce que précisément ces valeurs, par exemple, impliquent de penser l'homme comme un pur esprit et le corps comme étant inessentiel. Quand on se considère comme un pur esprit, eh bien, on ne va pas s'intéresser à la vie du corps, on ne va pas éduquer le corps, on ne va pas s'en préoccuper et à terme, on affaiblit l'homme jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de se vouloir lui-même, en fait, en quelque sorte. Cette négation, de façon, de nouveau, encore un petit peu résumée et simplifiée, ressemble à cela. Donc, en quelque sorte, à l'inverse, il faut tenter de trouver des valeurs telles qu'elles produisent, qu'elles aident, qu'elles conduisent à ce mouvement de la volonté de puissance qui est un mouvement de perpétuel dépassement. Alors, quelles sont ces valeurs ? Par exemple, au lieu de chercher à penser le réel de manière perpétuellement dichotomique, en disant que d'un côté, il y a les choses qui sont absolument bonnes, de l'autre, les choses absolument mauvaises, en disant que la souffrance doit être à tout prix évitée et que seul le plaisir mérite d'être recherché, en disant que seul l'esprit a une valeur et que le corps est relativement méprisable ou indifférent, précisément en cherchant des lignes directrices de pensée de ce type, il est probable, au vu de ce qu'on a expérimenté jusqu'ici dans l'histoire, qu'on se donnera des conditions de vie plus favorables. Maintenant, Nietzsche ne cesse de le dire, le philosophe n'est pas en mesure de prévoir, dans l'abstrait, ce que donneront ces valeurs nouvelles, ces conditions de vie nouvelles. Raison pour laquelle Nietzsche pense constamment le philosophe comme quelqu'un qui expérimente, qui conduit un essai, qui propose des interprétations nouvelles, qui propose des valeurs nouvelles. Il reste à voir. On peut supputer par le biais de diverses comparaisons historiques que ces valeurs sont plus favorables, mais il reste de fait à voir si ces valeurs auront un effet bénéfique, si elles seront supportables pour les hommes que nous sommes. Mais alors c'est le terme même de renversement, qu'on prenne celui d'inversion ou de renversement, selon les traductions d'ailleurs, qui pose problème, puisque l'idée n'est pas d'opérer un renversement absolu, de substituer la souffrance au plaisir, le mal au bien. C'est pas ça justement, c'est de sortir de cette opposition-là. Donc c'est pas vraiment un renversement, c'est une implosion d'une opposition radicale. Oui, alors tout dépend comment on l'entend. Moi je dirais que le terme de renversement, à condition de l'entendre d'une certaine manière, marche bien, alors que inversion est un petit peu trompeur, parce que inversion, on pense à un mouvement d'opposition, du genre là où on vénérait le bien, on va vénérer le mal, ce qui n'est pas le cas. Nietzsche vous dit au contraire, c'est l'opposition elle-même qui est problématique et qu'il faut dépasser. Donc inversion peut se révéler un petit peu trompeur pour le lecteur. Renversement marche bien si on ne l'entend pas au sens d'une inversion, mais si on l'entend au sens concret, en fait, au sens où on renverse, par exemple, une statue, où on renverse une idole, en fait, où on renverse une idole pour y substituer quelque chose qui n'est pas nécessairement son opposé, mais qui est quelque chose de différent, manifestement. Voilà, donc renversement est parlant, mais en ce sens précis-là, bien sûr. Ainsi, ce qu'il y a de plus beau se passe peut-être encore dans l'obscurité et sombre, à peine né, dans la nuit éternelle. Je veux dire le spectacle de la force qu'un génie applique, non à des œuvres, mais à soi-même en tant qu'œuvre, à son propre domptage, à la purification de son imagination, à l'ordonnance et au choix dans l'affluence de ses tâches et de ses inspirations. Le grand homme reste toujours invisible, comme un astre trop lointain,
en ce qu'il a précisément de plus grand pour réclamer la vénération. Sa victoire sur la force reste sans témoin, et donc aussi sans hymne ni chantre. La hiérarchie des grandeurs n'est toujours pas établie pour toute l'humanité passée. Soi-même en tant qu'œuvre, est-ce que ce serait là une des directions à suivre justement, un des buts qu'il faudrait atteindre dans cette entreprise de renversement des valeurs qui consiste à se ressaisir soi-même en tant qu'homme pour se dépasser, donc se sculpter soi-même, pour reprendre l'image de Plotin d'ailleurs. Je ne sais pas si Nietzsche y fait référence, mais il y a vraiment cette idée de travail sur soi. Et donc du coup, peut-être que ce renversement auquel Nietzsche veut procéder, c'est ce qu'il a en tête lorsqu'il veut creuser le nihilisme à tel point qu'on ne va pouvoir en sortir, viendrait justement dans une forme d'arrêter de se disperser dans des valeurs qui par essence sont extérieures à nous, pour pouvoir partir de soi et faire de soi-même, et non plus du monde extérieur, la seule œuvre qui mériterait notre peine et notre travail. Alors, cette idée de travail sur soi, pensée au travers, de façon récurrente, d'une métaphore artistique, de la métaphore du sculpteur, mais qui est en quelque sorte à lui-même sa propre œuvre. Alors, je serais étonnée que Nietzsche connaisse le Plotin, se réfère en réalité à Plotin. C'est somme toute une métaphore assez classique aussi, qu'on retrouve. C'est l'idée du perfectionnisme moral aussi. Oui, oui. Alors, chez Nietzsche, même si la métaphore est classique, elle prend un sens particulier. Et en l'occurrence, on pourrait dire au moins un double sens. Le premier point, c'est que Nietzsche pense régulièrement le philosophe comme artiste, et le fameux marteau du philosophe, c'est le marteau du médecin qui le sculpte, c'est aussi le marteau du sculpteur qui donne forme à une œuvre nouvelle. Cette œuvre nouvelle, effectivement, on peut la penser de manière individuelle, c'est pas du tout impossible. Chez Nietzsche, certains commentateurs insistent même de façon privilégiée sur ce versant. Effectivement, le philosophe, entre autres, mais tout homme, est invité, parce qu'il subit ce moment de crise qu'est le nihilisme, qu'est la dévalorisation des valeurs, est invité à se trouver de nouvelles valeurs, de nouvelles manières de se penser, de vivre, à ne plus précisément, comme vous l'avez dit, s'appuyer sur les valeurs antérieures qui lui sont désormais, en tout cas, extérieures à beaucoup d'égards, puisqu'il n'y croit plus. Mais cette métaphore, elle peut aussi se penser hors du cadre individuel, et à vrai dire, selon moi, dans les textes de Nietzsche, c'est plutôt ce versant-là qu'on voit le plus régulièrement, à savoir qu'elle peut se penser sur un plan... Alors, on ne va pas dire politique, parce que la question politique chez Nietzsche pose divers problèmes, mais sur un plan communautaire, sur un plan culturel, de nouveau, en fait. C'est-à-dire que la tâche du philosophe, ça n'est pas seulement de se transformer lui-même, mais c'est aussi de transformer la culture européenne, la culture qui est la sienne. Et là où la métaphore prend, et la manière dont vous l'avez explicité, prend un sens important, c'est que pour transformer soit l'individu que je suis, soit la culture actuelle telle qu'elle existe de fait, il faut d'abord tenir compte de ce que je suis et de ce qu'est cette culture. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler dans l'abstrait. On ne peut pas dire que de manière brutale, on va créer des valeurs venues de nulle part et puis les appliquer de façon sinon on retombe dans violente. L'idéalisme. Sinon on retombe dans une forme d'idéalisme. On impose des exigences qui, le cas échéant, sont des exigences impossibles, sans aucune application, disons, de sorte que la tâche du penseur implique, certes, de trouver du nouveau, mais de penser cette nouveauté dans une certaine relation avec l'ancien. C'est-à-dire, on est obligé de prendre en compte le fait que, comme le dit Nietzsche dans certains textes, Dieu est mort, mais l'ombre de Dieu, ou les ombres de Dieu, sont encore là. Donc l'idée n'est pas de faire table rase du passé. L'idée n'est pas de faire table rase, voilà, c'est une manière synthétique et efficace de on revient à l'idée d'un nihilisme non destructeur chez Nietzsche. Voilà, s'il y a destruction et recréation, parce que c'est quand même bien ça que Nietzsche exige, c'est dans tous les cas une destruction et une recréation qui va requérir du temps et un long
temps. De la même manière que les valeurs anciennes ont mis des siècles à s'imposer et à jouer ce rôle régulateur qu'elles ont pour nous, de la même manière, le philosophe ne peut pas espérer, ne doit pas espérer que, en arrivant avec un discours nouveau, il va d'emblée imposer son autorité à des hommes qui ne sont pas toujours encore en état de l'entendre, qui ne sont en tout cas, quand bien même ils voudraient l'entendre, ne sont pas en état d'assimiler de manière profonde immédiatement des valeurs nouvelles. Donc il va falloir effectivement expérimenter, comme le dit Nietzsche, et expérimenter sur une très longue durée. L'écriture nietzschéenne vise à ce genre de finalité, c'est-à-dire il s'agit de rendre compréhensible au moins à certains individus une ou des interprétations absolument nouvelles, en continuant à user d'un langage ancien, traditionnel, qui permettent en un sens d'entendre, de comprendre les valeurs nouvelles que propose Nietzsche. Alors, je me lance là peut-être un petit peu dans un propos qui requerrait plus. Non, mais allez-y, on va finir sur cette idée peut-être. Ouais, d'accord. Alors, l'idée, on le voit dans les textes de Nietzsche, en fait, Nietzsche utilise régulièrement des termes anciens, c'est-à-dire Nietzsche récuse l'idée d'âme, et en même temps, il vous dit que l'homme est un ensemble d'âmes, par exemple, ce qui est un petit peu perturbant dans un premier temps. L'idée, effectivement, c'est que pour repenser, par exemple, la nature de l'homme, que pour repenser plus généralement la nature des valeurs que le philosophe veut imposer, il est nécessaire de parler en usant d'un langage, d'un vocabulaire ancien, quitte à en faire un usage renouvelé, c'est-à-dire par exemple à tracer des relations différentes. L'homme n'est plus un esprit, mais il est tout entier corps, et ce corps lui-même est constitué d'âme, ce qui va penser, alors dans le cas de l'exemple, que j'évoque, ce qui va permettre de penser l'homme de manière nouvelle, tout en usant d'un vocabulaire ancien qui rend possible pour le lecteur attentif, en tout cas, de comprendre cette nouvelle conception. C'est-à-dire, si Nietzsche inventait des mots nouveaux pour dire que l'homme n'est qu'un corps qui est à la fois psychophysiologique et qu'il usait de néologisme, la nouvelle idée, si j'ose dire, n'aurait aucune chance de s'imposer parce qu'elle demeurerait globalement inaccessible. Alors juste en un mot, et on finira là-dessus, Céline Denas, cette nouvelle idée, quelle est-elle ? Cette nouvelle idée, alors non, ça j'ai eu tort d'utiliser cette formule parce qu'il n'y a naturellement on parle pas de nouvelles valeurs depuis tout à l'heure, nouvelle voilà. Idée. Voilà. Il y a l'exigence, il y a plutôt des lignes directrices qu'une idée ou que des principes. Sinon, comme vous le disiez, on retomberait dans l'idéalisme. Il y a des lignes directrices qui impliquent de penser non plus une essence de l'homme, mais une hiérarchie d'homme à homme, des différences d'homme à homme. Il y a une ligne directrice qui implique d'accepter l'existence dans toute sa complexité et y compris dans son caractère difficile parce que cela seul nous invite à nous surmonter nous-mêmes et à ne pas seulement demeurer tels qu'en nous-mêmes, y compris nihilistes et simplement désespérés. Mais ce qui implique donc d'accepter le nihilisme, ce qui implique d'accepter inhérente, d'accepter et de reconnaître le processus dans lequel nous sommes nécessairement pris. Eine Sprache aus Trauer, aus Licht, eine Mauer, Gedanken aus Stein und ein Sein ohne Sein und ein Sein ohne Sein. Wird Schönheit versteigert, nach Maßen gemessen, wird Freiheit verweigert, ganz einfach vergessen. Eine Sprache aus Trauer, aus Licht, eine Mauer, Gedanken aus Stein und ein Sein ohne Sein und ein Sein ohne Sein.
La musique, la chanson nihiliste selon Lionel Quentin, c'est Arbeit, Nietzsche in New York. Merci beaucoup Céline Donat d'avoir mis vos lumières au service du nihilisme nietzschéen aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs que de vous, on pourra lire, en collaboration avec Patrick Wötling, un dictionnaire de Nietzsche qui paraîtra chez Ellipse en février prochain. Aus Licht, eine Mauer, Gedanke